Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver. Bienvenue dans votre édition du midi à la une. Et il se veut un nouveau départ vers un partenariat stratégique étroit couvrant plusieurs domaines entre l'Algérie et le Qatar. Ouverture hier du forum d'affaires algéro-qatari tenu en marge de l'exposition des produits algériens qui se tient à Doha du 22 au 26 octobre en cours. L'on fait le point dans cette édition. Et la cause de Sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques, notamment après la décision de justice de l'Union européenne qui a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, malgré les allégations du Merzen et sa falsification des faits sur sa prétendue souveraineté du Sahara occidental. Le point dans ce journal. Et au Maroc, l'état de santé préoccupante du roi hypothèque l'avenir de ce pays qui semble de plus en plus incertain. Aucune situation, plutôt la situation ne semble pas détourner l'attention du Merzen qui poursuit sa politique répressive contre les riverains et qui est arbitrairement arrêté. Des rassemblements sont organisés en Europe pour dénoncer les agissements du Merzen et appeler à la liberté du RIF. Et dans le dossier santé, il sera un traitement disponible bientôt en Algérie pour faire face à l'ASMD, appelée aussi maladie de Niema-Pick type A et B. Il s'agit de l'enzymothérapie qui reste à ce jour le seul traitement de cette pathologie génétique rare. L'on fera le point dans cette édition, notamment s'agissant le dépistage précoce. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, participons à un débat dans le cadre des séances de travail tenues lors du forum parlementaire mondial, dont les travaux ont été clôturés mardi dernier. Et les représentants du Conseil de la Nation ont mis en avant l'expérience réussie de l'Algérie dans la promotion du développement sans recourir à l'endettement extérieur. Se félicitant de ce choix réfléchi visant à garantir la souveraineté des décisions et des positions. Ils ont également évoqué les liens étroits entre le développement, la paix, la sécurité et le règlement des conflits dans le monde, soulignant que la paix est une question essentielle et que nous ne pouvons pas parler d'un développement international tant que ce dernier n'a pas encore été réalisé au Moyen-Orient. Et la nécessité d'établir un système de gouvernance mondiale reposant sur une prise de décision multilatérale efficace, inclusive et représentative et transparente pour relever les futurs et actuels défis. Évoquons également les positions pour lesquelles plaide le président de la République dans tous les forums internationaux et régionaux, en tête desquelles approche tridimensionnelle de l'Algérie alliant sécurité, développement et humanité, ainsi que la priorité du dialogue et des voies de règlement pacifique et politique dans les conflits, outre la poursuite des efforts pour instaurer la paix à travers le respect de la légalité internationale, tout en mettant fin au colonialisme et permettant au peuple d'exercer leur droit à l'autodétermination. Et dans l'actualité, la production primaire des hydrocarbures sera augmentée de 2,5% en 2025 pour atteindre environ 266 millions de tonnes d'équivalent pétrole, a prévu hier le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arghab, ce qui reflète les efforts en cours pour renforcer les réserves augmentées et la production nationale en matière de pétrole et de gaz et améliorer les techniques utilisées dans ce domaine. Et puis dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre l'Algérie et le Qatar, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a visité hier à Doha le complexe qatari Baladna. En outre de cette visite, les responsables du complexe ont présenté un exposé détaillé concernant la technologie utilisée dans le processus de production et la capacité de production de ce complexe. Le ministre a également écouté un exposé détaillé sur le projet de Baladna dans la wilaya d'Adrar. Et puis un forum économique algéro-qatari s'est tenu ce mercredi à Doha. Il a regroupé des hommes d'affaires des deux pays en marge de l'exposition des produits algériens. Le but, renforcer les échanges commerciaux et la coopération bilatérale déjà fructueuse, nous dit Raouf Hamouche. Le forum d'affaires algéro-qatari tenu en marge de l'exposition des produits algériens marque un nouveau départ vers un partenariat stratégique étroit entre les deux pays dans plusieurs domaines.
La présence des entreprises algériennes au Qatar et l'exposition de leurs produits permet de renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. La présence de représentants qataris du secteur privé renforce également la complémentarité économique algéro-qatari. Cet événement est l'occasion d'explorer les nombreuses potentialités d'investissement et de partenariat. Cette exposition et ce forum ne sont que le début d'une longue liste d'événements similaires qui nous permettront d'augmenter le volume de nos échanges commerciaux. Les relations économiques algéro-qatari connaissent actuellement un bond qualitatif. L'Algérie tend aujourd'hui à doubler le volume des échanges commerciaux avec ce pays par rapport à ceux qui étaient enregistrés en 2023, soit 80 millions de dollars. Nous avons défini les priorités et tracé des objectifs communs afin d'orienter nos efforts vers des projets bien définis pouvant faire l'objet de partenariats ou redynamiser les échanges commerciaux entre nos deux pays. Tous ces axes ont été examinés et étudiés pour passer à la phase de l'exécution. Le forum d'affaires algéro-qatari vise à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays et à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs en présentant des idées et des expériences et en renforçant la communication entre les investisseurs dans le cadre de rencontres bilatérales B2B. Et dans cette optique, le climat des affaires en Algérie attire de plus en plus de monde. Les startups, notamment, bénéficient d'accompagnement et d'avantages certains. Un Algérien établi à l'étranger a décidé de se lancer dans l'aventure et s'installer dans le pays pour monter son affaire, enrichissant l'écosystème national, nous dit Yanis Eid Belkacem, qu'il a rencontré pour nous regarder. À 39 ans, Raïbet Tahri a décidé de changer de vie après plusieurs années à l'étranger. Ce jeune entrepreneur a fait le pari de revenir en Algérie pour y lancer sa propre start-up spécialisée dans l'innovation médiatique. Très bien. Alors comme tu peux le voir, c'est des studios qui sont totalement brandés. Comme tu peux le voir, on a équipé tous les studios avec des caméras Blackmagic 6K. Tu as la lumière qui est installée, tu as le son qui est géré et tu as une équipe qui gère absolument toute ta création. Donc tu es accompagné. Son retour s'inscrit dans une tendance croissante. L'Algérie, soucieuse de capter les talents de sa communauté algérienne à l'étranger, a mis en place un ministère dédié aux startups. L'objectif, encourager la création d'entreprises innovantes et faire de la technologie un pilier de son développement économique. Très honnêtement, j'avais une vision de l'Algérie qui était assez erronée parce que, comme tu peux le savoir, on entendait beaucoup d'échos en disant que l'Algérie, il n'y avait rien à y faire. Et j'ai la chance d'avoir un père qui avait envie d'entreprendre en Algérie, qui m'a poussé à le faire. Et franchement, je le remercie tous les jours parce que quand je suis venu en Algérie, avant, je voyais l'Algérie comme un touriste, donc c'est-à-dire une semaine qahwa à la plage. Mais quand j'ai rencontré l'écosystème et les entrepreneurs en Algérie, ça m'a donné une pêche et une envie d'entreprendre en Algérie assez incroyable. Les initiatives de l'État se multiplient pour attirer les jeunes entrepreneurs. Nouvelle loi, facilitation des procédures administratives. Le gouvernement mise sur ces mesures pour dynamiser des secteurs clés comme la technologie, l'intelligence artificielle et les différents tissus d'industrie. Donc on a fait notre dossier, donc ça nous donne des avantages quand même conséquents, notamment sur la fiscalité, sur l'accompagnement qu'on peut avoir grâce à l'ASF. Et ce que j'aime aussi en Algérie, c'est que j'ai découvert beaucoup d'entrepreneurs et aussi des personnes des autorités qui m'ont donné du temps et qui m'ont permis vraiment de calibrer le projet en fonction de l'écosystème. Donc je t'avoue que pour moi, ça a été vraiment un apprentissage énorme. Ça fait 9 mois que je suis là et j'ai appris énormément sur le terrain. Revenir en Algérie est pour Raïbet un pari sur l'avenir. Comme de nombreux jeunes Algériens résidant à l'étranger, ils souhaitent contribuer à la transformation économique du pays. Depuis que je suis en Algérie, je me sens bien. Donc l'avenir pour moi il se dessine facilement. J'ai la chance d'avoir une femme magnifique qui me suit dans tous mes projets. C'est mon associé même dans cette entreprise. Et on a pris la décision de s'installer en Algérie et de venir avec les enfants. Et tu vois, on a fait toutes les démarches. Ils sont inscrits à l'école pour l'année prochaine. Donc j'ai hâte vraiment de pouvoir être à 100% ici parce que je sens vraiment qu'il y a une dynamique et j'ai vraiment envie d'en faire partie. Raïbet, comme d'autres entrepreneurs de sa génération, pourrait bien être à l'origine d'une nouvelle dynamique économique, ouvrant de vastes perspectives pour l'Algérie. Leur engagement contribue non seulement à stimuler l'innovation, mais aussi à renforcer le développement économique du pays, offrant ainsi un avenir plus prometteur. Et puis dans l'actualité internationale, l'attentat terroriste qui a visé hier le siège des industries de défense de Turquie près d'Ankara a fait 5 morts et plus de 20 blessés.
Le ministre de l'Intérieur turc a indiqué que le processus d'identification et la recherche d'empreintes digitales se poursuivent et qu'ils diront quelle organisation terroriste est à l'origine de l'attentat. De son côté, le ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête, rappelant que l'attentat terroriste qui s'est déroulé en milieu d'après-midi à une quarantaine de kilomètres d'Ankara, visant le siège des industries de la défense, n'avait pas été revendiqué. Et puis au Liban, plus de 800 000 habitants libanais ont été contraints de quitter leur foyer en raison de l'agression des forces sionistes contre le pays, a rapporté jeudi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Liban depuis le 8 octobre 2023. 809 000 personnes déplacées internes ont été enregistrées, dont 52% de femmes, 48% d'hommes, et a avancé le rapport. Selon l'organisation onusienne, environ 191 900 personnes sont hébergées temporairement et dont 1100 abris, 901, soit 82% de ces centres étant déjà entièrement remplis au total. Et en comptant les autres nationalités, ces agressions sionistes contre le Liban ont fait plus de 1,2 million de déplacés dans le pays d'après les autorités locales. Quant au Liban des victimes, il s'est alourdi à 2574 martyrs et 12 001 blessés depuis le début de l'agression sioniste le 8 octobre 2023. Et malgré les allégations du Merzan et sa falsification des faits sur sa prétendue souveraineté du Sahara occidental, la côte sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques, notamment après la décision de justice de l'Union européenne qui a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, en annulant définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'Union européenne, nous dit Amal Barba. Cette déclaration fait référence à un document public publié par le Maroc dans son journal officiel du 16 avril 1976 concernant un accord visant à diviser le Sahara occidental. Un document qui révèle les propres contradictions du régime du Merzan dans ses revendications de prétendue souveraineté sur ce territoire qu'il a accepté de diviser. Cette nouvelle défaite historique pour le Maroc est divulguée alors que la cause sahraoui a remporté de nouvelles victoires diplomatiques durant ce mois d'octobre, notamment avec l'adoption de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution reconnaissant le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Un droit que l'Algérie a de tout temps défendu et soutenu, conformément aux résolutions des Nations unies qui reconnaissent la question sahraoui comme une question de décolonisation. Malgré les allégations du Merzan et sa falsification des faits, le peuple sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques. Le 4 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, en annulant définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'UE. Une victoire qui vient après 8 ans d'une bataille juridique sans relâche. Le peuple sahraoui et le Front Polisario ont acquis une grande expérience dans leur lutte. Regardez le combat qu'ils mènent aux Nations Unies et aujourd'hui encore, ils se battent en Europe avec une grande sagesse. J'espère que l'Europe fera preuve de la même sagesse. Il s'agit d'un tournant crucial pour la cause sahraoui qui bénéficie désormais d'un large soutien international. Un soutien qui a gagné également le Parlement britannique qui a confirmé le statut juridique du Sahara occidental, reconnaissant que le Front Polisario est le seul représentant du peuple sahraoui. Des voix se sont élevées dans les grandes capitales européennes en faveur du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Le parti de gauche allemand et le parti de gauche portugais ont appelé leur gouvernement à agir pour empêcher la poursuite de la spoliation des richesses sahraouies par l'occupant marocain. Le Parlement canari s'est également opposé fermement contre toute tentative de changer de position à l'égard de la cause sahraoui. La position du Parlement canari est historique et immuable vis-à-vis de la cause sahraoui. Nous ne trahirons jamais le peuple sahraoui, frère. Le Parlement a toujours adopté des positions unanimes sur cette question, dans le respect des droits de l'homme, de la légalité internationale, ainsi que des résolutions des Nations Unies concernant le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Des positions qui confortent davantage la cause sahraoui, mettant à mal le régime du Merzan de plus en plus isolé sur la scène internationale et qui déverse sa frustration et sa haine
sur des Sahraouis désarmés. Et le Makhzen poursuit sa politique répressive contre les Rifins. Plusieurs jeunes sont arrêtés arbitrairement. Des rassemblements sont organisés en Europe pour dénoncer les agissements du Makhzen et appeler à la liberté du Rif. Du kidnapping à l'usage de la force en plein rassemblement, le Makhzen mène une politique oppressive contre les habitants du Rif. Plusieurs centaines de jeunes Rifins ont été arrêtés ou enlevés de force. Ils sont aujourd'hui détenus dans les geôles marocaines dans des conditions inhumaines. 4860 détenus ont été libérés. Ce sont tous des dealers de drogue, alors qu'une fois de plus, les détenus d'opinion Rifins ont été mis à l'écart et croupissent toujours en prison. Mon fils aura toujours la tête haute. Je suis et je resterai toujours solidaire avec lui. Ça fait plus de 20 jours que je n'ai pas entendu sa voix. La punition divine existe, que Dieu punisse ceux qui ont fait du mal à mon fils. Il a été jeté dans un cachot à Ras El-Ma, sombre et sans aération. On lui a enlevé tous ses vêtements. Des rassemblements sont organisés dans plusieurs grandes villes d'Europe pour dénoncer les injustices commises par le Makhzen et mettre en avant les revendications des Rifins. Nous, les Rifins de Belgique, demandons l'indépendance de la région du Rif. La communauté internationale, l'Union européenne et l'ONU doivent revoir leur politique quant à la République du Rif. Rien ne pourra nous arrêter jusqu'à l'indépendance de notre pays. Nous sommes prêts à faire tous les sacrifices et même à mourir pour le Rif. Plusieurs organisations internationales des droits de l'homme ont appelé le Makhzen à libérer les détenus Rifins. Une requête commune a été déposée par ces organisations auprès de la Commission des Nations Unies, appelant à juger le Makhzen pour ses crimes commis à l'encontre des détenus politiques Rifins dans les geôles marocaines. Et dans ce pays, de vives critiques visent le projet de loi de finances 2025. Une loi, on lui reproche l'absence de politique sociale et de favoriser une élite marocaine au détriment de la population. Cette dernière connaît des taux de chômage et de pauvreté sans précédent. De nouvelles fois, Amal Barba. Au Maroc, de nombreux acteurs politiques montent au créneau, critiquant sévèrement le projet de loi de finances 2025, qui selon eux ne fait qu'aggraver la pauvreté dans le pays. Des formations politiques de l'opposition ont dénoncé ce texte, estimant qu'il s'inscrit dans la continuité des politiques néolibérales, favorisant une élite restreinte et accentuant les crises sociales et économiques. Pour ces partis, le gouvernement marocain semble ignorer délibérément les besoins des travailleurs et les revendications des groupes marginalisés, tandis que les lobbies de la corruption continuent d'épuiser les ressources de l'État dans l'impunité totale. Le projet de loi de finances 2025 n'a pas abordé les questions prioritaires comme celle de la corruption, qui est un véritable fléau, ni celle des conflits d'intérêts. Il faut dire que le gouvernement marocain continue de vendre des illusions au peuple avec des chiffres loin de la réalité. Dire que le taux de croissance est de 4,6% et que le taux d'inflation tourne autour de 2% est une véritable ineptie. Ces chiffres sont totalement faux. Les prix des produits de base se sont envolés et les conditions socio-économiques se sont dégradées. La situation est exacerbée par le taux d'endettement qui, d'après les prévisions du PLF, devrait atteindre en 2026 65%, alors qu'il avoisine actuellement les 70%. Ni les indicateurs ni les priorités du gouvernement ne correspondent aux attentes des Marocains. Les partis politiques de l'opposition accusent le gouvernement Arnouch de contredire de manière flagrante le slogan de l'État social, tandis que la corruption perdure au sein des institutions étatiques et que le détournement des ressources continue, laissant pour compte les forces vives. Le projet de loi de finances 2025 ne propose aucune solution concrète à la crise économique et sociale profonde que traverse le pays. Le gouvernement d'Arnouch ne dispose d'aucun plan réel pour réduire les disparités sociales et territoriales. Le PLF ne comporte aucune mesure concrète au profit de la jeunesse marocaine désespérée, ni pour réduire le taux de chômage qui dépasse les 13,7%, sans aucun programme clair de création d'emplois
d'emploi ou de formation ne soit mis en place. Le PLF aurait dû répondre à tous ces enjeux, en particulier le chômage qui pousse les jeunes à fuir le pays. Le grand slogan de l'État social que le gouvernement a adopté comme devise n'est qu'une coquille vide, bien loin de la réalité. Le projet de loi de finances 2025 s'inscrit dans la même logique que les lois de finances précédentes, sans véritable mesure concrète pour la lutte contre le chômage, la flambée des prix, l'intégration de l'économie informelle ou encore la souveraineté alimentaire. Nous constatons que le Maroc importe beaucoup de produits qui étaient produits ici auparavant, comme l'huile d'olive, les céréales et les viandes. Et la question de la protection sociale des citoyens n'a pas été abordée. Les partis de l'opposition tirent à boulet rouge sur le PLF 2025 qui, selon eux, ne fera qu'enfoncer le peuple marocain dans la crise économique et sociale croissante, entraînant une montée de la grogne populaire et des mouvements de protestation. Et puis l'avenir de ce royaume semble de plus en plus incertain, notamment en raison des préoccupations autour de l'état de santé de Mohamed VI. La situation est d'autant plus complexe que le monarque fait face à une contestation grandissante au sein de la population qui critique à la fois son leadership et la gouvernance du pays. Alors, Hamouche. Très affaibli, presque impossible pour lui de se tenir debout. La dernière apparition de Mohamed VI confirme les dernières informations relayées par le journal espagnol El Confidencial sur la dégradation de son état de santé. Il serait dans l'incapacité de parler ou de signer des documents, une situation qui le contraint à réduire encore son activité déjà limitée. Mohamed VI souffre d'une bronchopneumopathie chronique, une pathologie qui entrave le flux d'air et provoque des difficultés respiratoires, ce qui le contraint à réduire drastiquement son activité. Aujourd'hui, les Marocains ne voient presque plus Mohamed VI qui fait face à une contestation grandissante. Tout le monde sait que Mohamed VI est très malade. Le Maroc s'effrite car aujourd'hui ce sont les sionistes qui le dirigent. La détérioration de la santé de Mohamed VI ne fait qu'accentuer cette réalité, celle d'un système autoritaire déconnecté des aspirations du peuple. Et puis retour chez nous au sport, la sélection algérienne dames de handball s'est inclinée en match amical préparatoire disputé à la salle Harsha Hassan d'Alger hier devant son homologue sénégalaise sur le score de 32-19. Cette rencontre entrée dans le cadre de la préparation avant la participation au championnat d'Afrique des nations prévues en République démocratique du Congo du 27 novembre au 27 décembre prochain. Et puis au volet santé, dans ce midi, à l'occasion de la journée mondiale de la CMD, appelée aussi maladie de Niemann-Pick type A et B. L'accent est mis sur cette pathologie génétique rare et sévère, encore largement méconnue. Elle touche pourtant de nombreuses familles à travers le monde. Justement, un traitement sera prochainement disponible en Algérie. Il s'agit là de l'enzymothérapie, qui reste à ce jour le seul traitement, soulignant l'importance du dépistage précoce et de la sensibilisation. Plus de détails avec Yannis Saïd Belkacem. Regardez. L'ASMD, connue également sous le nom de Niemann-Pick de type A et B, une maladie génétique rare et sévère peu connue. Elle est pourtant une réalité pour de nombreuses familles dans le monde. C'est une maladie de surcharge lysosomale qui pose actuellement dans notre pays un problème de diagnostic et de prise en charge. Pourquoi de diagnostic? Comme pour toutes les autres maladies rares, elle souffre d'un retard au diagnostic ou d'une errance au diagnostic, puisque les patients qui souffrent de cette maladie restent longtemps sans diagnostic définitif. Ça peut aller jusqu'à 10 à 15 ans. Une maladie rare qui affecte la capacité du corps à éliminer certaines lipides, entraînant une accumulation dans des organes vitaux. Ça commence généralement par une augmentation du volume de la rate, une augmentation du volume du foie, mais il n'y a pas que ça.
On a dans cette pathologie particulière une surcharge au niveau des poumons, c'est la pneumopathie interstitielle diffuse, mais il y a aussi les cytopénies, une diminution du taux des plaquettes notamment, mais aussi une anémie par diminution du taux de globules rouges et une lymphopénie, une leucopénie par diminution des globules blancs. À côté de ces symptômes, il y a aussi, et c'est très important, l'atteinte osseuse avec des douleurs osseuses, avec des fractures osseuses pathologiques. Et lorsqu'on fait des examens, on retrouve une ostéoporose et une ostéopénie importante à un âge jeune. À l'échelle mondiale, des chercheurs tentent de développer des traitements. Pour l'instant, le seul traitement qui existe s'appelle l'enzymothérapie. Depuis 2 ans, il y a une molécule qui est disponible et qui permet de réduire et de stabiliser les lésions déjà existantes. Alors cette molécule est toute jeune, donc pour le moment on a des preuves qu'elle fonctionne sur l'atteinte pulmonaire, qui est source d'insuffisance respiratoire chronique, donc elle permet d'éviter cette insuffisance respiratoire chronique qui peut être létale avec le temps. Mais aujourd'hui, elle a été enregistrée dans notre pays, elle a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Lors de cette journée, les spécialistes de la santé rappellent l'importance du dépistage précoce et de la formation professionnelle. Comment lutter contre ce retard diagnostique, cette errance diagnostique? C'est par la formation médicale initiale, mais aussi la formation médicale continue. Les médecins généralistes sont au premier plan, mais aussi les médecins spécialistes, les internistes, les pédiatres, mais pas que, puisqu'il y a les pneumologues, il y a les rhumatologues, il y a les orthopédistes, il y a les cardiologues, il y a les ophtalmos aussi qui interviennent, et les neurologues bien sûr, qui interviennent dans cette pathologie. Aujourd'hui en Algérie, il est primordial de sensibiliser le corps médical quant au danger de cette maladie rare. Voilà qui termine cette édition. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. C'était là le midi réalisé par Mohamed Debouche. L'information revient à 19h. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.